Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en direct de Montréal pour une petite rencontre de philosophie réflexive et existentielle en ce dimanche 19 juillet 2026. Tel le veut la tradition, je suis de retour à l'heure prévue avec un petit thème, un thème que nous avons jamais abordé, dis-je. Qu'est-ce qu'un ennemi? Et j'aurai aussi quelques questions à vous poser à ce sujet. Bien sûr, si vous êtes habitué aux rencontres Facebook Live, vous pouvez les réécouter. Alors, depuis mars 2026, nous apparaissons ici et là, quelques fois durant la semaine, mais depuis quelque temps, c'est bien sûr les dimanches à 19 heures. Si vous avez manqué des rencontres, vous allez sur mon canal YouTube, Mathieu Martel Philosophe, et j'ai mis de l'ordre pour toutes les rencontres. J'ai placé en ordre les rencontres de 2020, 21, 23, 24 et 25. Et vous avez accès aussi aux conférences Zoom ainsi qu'aux webinaires philosophiques gratuitement sur ma page YouTube. Alors, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me signifier votre présence. Simplement me dire à savoir si le son est bon et si l'image est adéquate. J'espère que tout fonctionne bien de votre côté. Je dois faire attention pour ne pas accrocher mon son ici. Le fil en lien avec le son. On va commencer avec les points d'information. Si vous avez manqué notre conférence Zoom gratuite d'hier, elle est disponible à la fois sur ma page Facebook Mathieu Martel Philosophe ou sur, bien sûr, mon canal YouTube. C'était une question, qu'est-ce que l'amitié véritable ou qu'est-ce qu'on a fait une réflexion, nous avons réfléchi à savoir sur la notion d'amitié. N'hésitez pas à commenter pour me faire savoir que vous êtes présent, que le son est bon, que l'image est adéquate. J'aurais besoin de petits commentaires, ça me ferait du bien. On me dit 10-4 pour le son. Merci Christine pour ta présence. Je vais bien sûr vous saluer dans quelques instants. Et c'est un sujet que je n'ai jamais abordé. On m'a même écrit aujourd'hui pour me dire, oh, un sujet inusité, non abordé en effet, et je vais aller toujours de manière inspirée et intuitive. OK? Donc, notre sujet ce soir, je vous pose deux questions. On va y aller de manière personnelle. Tout d'abord, avez-vous un ennemi? Si oui, qui est-il? Est-ce un proche? Est-ce une connaissance? Est-ce une figure internationale? Hein? Et là, nous allons réfléchir après à savoir qu'est-ce qu'un ennemi. Et notre deuxième question, qui est la question de notre rencontre Facebook Live spontanée, c'est la question de qu'est-ce qu'un ennemi. Alors, premièrement, qui est un? Oups, ça a sauté. J'espère que... Oh, je dois fermer les applications. Désolé. Parfait. J'espère que tout va bien. J'ai tout réduit. Mes documents ouverts. OK, parfait. J'espère que ça va bien. Donc, qui est votre ennemi? En avez-vous un? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'un ennemi? Ça peut être un autre genre de figure. Merci d'être là. Merci de me saluer. Tout semble bien aller. Je vais me servir un petit rooibos ici qui est en train d'infuser car j'ai besoin de faire le plein un peu en votre compagnie. Voilà. Pourquoi j'ai été poussé à travailler sur l'ennemi? Parce que hier, nous avons donné notre conférence. Il y a eu une conférence sur l'amitié. J'ai présenté la vision d'Aristote et de Platon concernant l'amitié. On s'est demandé qu'est-ce qu'un ami véritable. C'était notre rencontre d'hier. Je disais, je vais y aller maintenant avec la notion d'inimitié, hein, qui est contraire à l'amitié, et je vais tenter de te parler de l'ennemi. On a des phrases, des adages importants concernant l'ennemi, hein? Et on dit souvent que nous sommes nous-mêmes, et ça c'est soutenu notamment par Nietzsche, nous sommes nous-mêmes notre propre ennemi. Et Nietzsche va référer en fin de compte à certains éléments, et je pense que Christine a soulevé un point, je vais revenir avec ça dans quelques instants, c'est que
à l'intérieur de nous-mêmes, hein, nous avons un adversaire intérieur, des adversaires intérieurs. Je vous invite peut-être à répondre à cette question. Qui sont nos adversaires intérieurs? Je laisse planer cette question. Qui sont-ils? J'en profite pour vous saluer. Merci tout le monde d'être là. On est 5 en direct. La semaine dernière, on a monté jusqu'à 10, 11, 12, 13. Ça dépend des circonstances. Si vous appréciez, vous allez pouvoir partager. Et vous allez retrouver le tout sur Facebook là, pendant un mois. Salutations à Christine, salutations à Stéphanie, merci d'être là. Salutations à Cathy aussi, à ceux et celles qui nous écoutent discrètement et secrètement. Alors, Nietzsche dit, est d'accord avec le fait qu'on peut être soi-même son pire ennemi. Et qu'en plus, nous avons des adversaires. Et les adversaires ne sont pas nécessairement à l'extérieur de nous. Le combat est souvent intérieur. Pour ne pas dire psychique. Nous sommes en conflit. Dans la définition de la vie de Nietzsche, il évoque le fait que des forces luttent en nous-mêmes. Il y a un combat qui se déroule dans notre être profond. Nietzsche, dans Zarathustra, dit l'adage veut que nous soyons corps et esprit. Mais l'homme éveillé sait que nous sommes un être profond et qu'à l'intérieur de cet être profond que Nietzsche appelle le corps, il y a des luttes qui se poursuivent, des luttes qui font en sorte que nous sommes déchirés. Nietzsche dit que à l'intérieur de l'être ou le corps, en tant que pulsion, désir et forces variées, il y a des combats entre l'imagination, la raison, les désirs, les passions, la morale, l'éducation, le regard de l'autre, etc. Ce qui va dans le sens de notre rencontre, parce que ce soir on se demande qu'est-ce qu'un ennemi, et Nietzsche nous dit que en tant qu'adversaire intérieur, nous pouvons faire face à nos propres peurs, nos inquiétudes, nos limites. C'est souvent ce qui nous empêche de passer à l'action. C'est souvent, idéalement, ou lorsqu'on prend le temps de réfléchir, hein, nous sommes capables d'identifier certains projets qui nous inspirent, certaines passions qui nous tiennent à cœur, ou encore certains goûts. Mais lorsqu'il est temps de passer à l'action, on dirait qu'il y a comme un fossé entre la pensée, l'imagination, la projection et l'action. J'ai fait récemment un live sur la motivation, insistant sur les micro-actions pour nous aider justement à s'accomplir et à passer à l'action à travers les micro-actions. Mais revenons à notre sujet. Le sujet, je vous pose la question ce soir. Qui est votre ennemi? En avez-vous un? Ou quelle figure peut représenter l'ennemi? Puis ensuite, on se demandera, mais c'est quoi un ennemi? Donc, ce soir, il y a 2 questions. Merci d'être là pour commenter et je vais bien sûr commenter dans quelques instants. Salut Anton qui est de retour. On ne voit plus Anton sur les Zooms en direct, les conférences. Anton doit être très occupé, mais on le salue. On est très content qu'il soit là. Christine soulève que à l'intérieur de nous, hein, en tant qu'adversaire, il peut y avoir le regard de l'autre, mais Christine soulève le fait de cette peur d'échouer. Mais encore faut-il, pour échouer,
agir. Hein? Mais c'est vrai que si nous n'agissons pas, et que si nous ne passons, comment dire, nous nous engageons pas dans le chemin de nos passions, sur le chemin de nos passions, de nos intérêts, de ce qui nous stimule, c'est vrai qu'on peut passer à côté de ce qu'on pourrait appeler la réalisation de soi, qui est le thème de mon livre L'appel de l'être. Je reviens à Nietzsche. Alors ce soir, on parle d'ennemis. Certes, on peut être soi-même son pire ennemi lorsqu'on se nuit à soi-même. Souvent, nous trouvons des figures extérieures à nous avec lesquelles nous rentrons en compétition, en combat. Ça peut aussi nous garder en vie que de se battre contre certaines figures, contre des gens qui représentent certaines valeurs. Le combat, ça garde en vie. Mais on oublie souvent que le combat, nous ne menons contre nous-mêmes. À l'intérieur de nous, nous sommes déchirés. Nietzsche va dire heureux celui ou celle qui a identifié ses vertus. Ses vertus, vertus au sens latin, qui a identifié ses forces, ses capacités. Et encore plus heureux celui ou celle qui a moins de vertus singulières, qui n'a qu'une vertu singulière. Parce que si nous avons plusieurs vertus, cela peut être déchirant. On pense aux gens qui sont des hauts potentiels. Hein? Je pense notamment à un ami, et vous en connaissez sûrement près de vous, des hauts potentiels, qui sont capables d'exceller dans plusieurs aspects, plusieurs domaines et plusieurs passions. Ça peut être déchirant pour ces gens-là qui, s'adonnant par exemple à la musique, se développent aisément, apprennent rapidement et excellent. Et ça peut être la même chose au niveau des sciences, des arts et de plusieurs domaines. Je connais des gens comme ça qui, justement, sont portés à, comment dire, se tannent rapidement parce qu'ils apprennent d'une manière aisée, rapide. Et souvent, ils s'ennuient. J'ai des amis comme ça, je ne sais pas pourquoi je parle de ce point-là, mais Nietzsche nous dit, oui, je reviens à mon point, heureux celui ou celle qui a peu de vertu, car il pourra se concentrer pour se dépasser lui-même. Parce que ce qui est important pour Nietzsche, et là, je parle un peu de Nietzsche ce soir parce qu'il y a un rapport avec l'ennemi, vous allez voir. J'ai dit que Nietzsche a déclaré que nous sommes souvent notre propre ennemi. L'ennemi n'est pas simplement extérieur, ce n'est pas juste les États-Unis, Donald Trump, et des valeurs de droite, etc. L'ennemi n'est pas juste là, il est en nous. Mais revenons à Nietzsche. Nietzsche dit que l'important dans la vie, c'est bien sûr la créativité et le dépassement de soi. Et celui et celle qui peut se développer sa vertu singulière en ce sens, fera en sorte de s'arracher à la normalité, aux conventions. Et justement, en parlant de normalité, de convention, et les ennemis que veut combattre Nietzsche, c'est bien sûr, d'une part, le christianisme à son époque, puisqu'il voit le christianisme comme une forme de négation de la vie. Nietzsche étant basé sur une morale ascétique, réactive, etc., d'une part, un des ennemis pour Nietzsche, c'est la morale chrétienne, où il y a une négation de la vie. On sait que Nietzsche, lui, veut glorifier la vie en tant que volonté de puissance. Hein, il le dit dans un texte,
Vivre, vivre c'est quoi? C'est affirmer. Vivre c'est créer. Vivre c'est agir. Vivre c'est se dépasser, etc. La vie, un peu partout, c'est sa lecture. Bien sûr, il y a d'autres lectures de la vie. Et volonté de puissance. Nietzsche va aussi s'opposer à Wagner, notamment. Hein? Richard Wagner et sa musique, euh, comment dire, théâtrale et fort sentimentale, va s'opposer à cette musique qui, pour lui, représente ce qu'il va appeler l'esprit de lourdeur, qui n'est pas simplement incarné par Wagner, mais qui est incarné aussi par tout ce qu'on appelle moralité, tradition et esprit de sérieux. Donc, ce sont des adversaires pour Nietzsche. Donc, si on se pose la question, nous avons tous et toutes, en quelque sorte, nous nous opposons tous et toutes, en quelque sorte, contre certains types d'individus. Et j'ai oublié de donner des exemples dans mon intro. Le scientiste va s'opposer. Hein? Qui est-il, le scientiste? Celui qui croit que la science, c'est le seul discours capable d'expliquer la réalité et qu'un jour, on finira par tout expliquer à travers, bien sûr, un discours scientifique. Le scientiste a peut-être comme ennemi l'individu qui manque de rigueur, l'individu qui se réfugie dans l'onirisme et l'imagination. Hein? On a peut-être ça, puis pensez-y, il y a des oppositions, il y a des adversaires aussi au niveau politique, la gauche et la droite, la gauche extrême et la droite extrême s'opposent, et gauche et droite s'opposent. Ils sont en quelque sorte des adversaires parce qu'ils ne soutiennent pas la même manière d'organiser le monde politiquement et les mêmes valeurs politiques. Vous voyez un peu? Donc, notre thème de ce soir est quand même important, le fait de s'interroger à savoir, avez-vous un ennemi? Ou avez-vous identifié un individu ou des valeurs ou une vision du monde qui pour vous est une menace? Envers lequel vous vous sentez... d'un côté, c'est ça, la question est un petit peu difficile parce que d'un côté, lorsqu'on parle d'ennemi, on parle d'une personne qui éprouve, qui sent qu'on dirige de l'hostilité envers lui-même. C'est un peu ça, ou c'est nous qui éprouvons de l'hostilité envers un autre individu. C'est lui, nous ciblons l'ennemi. Je reviens, excusez, là, je parle beaucoup ce soir. Je vais y aller avec les commentaires. Donc, je reviens à ma question du petit Facebook Live. Ici, bien sûr, on a 2 questions. Avez-vous un ennemi? Si oui, qui est-il? Alors, j'ai dit tantôt que pour le scientiste, l'ennemi, c'est peut-être l'esprit brouillon, l'esprit trop imaginatif et fabulateur qui manque de rigueur, qui s'enfuit dans les constructions métaphysiques. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'ennemi quand on se place au niveau de la morale. Mettons qu'on pratique une morale religieuse, bien, il y a toujours quelqu'un qui s'oppose. Hein? Il y a tout le temps, on est tout le temps dans le domaine des oppositions et des contraires. Des gens qui nous empêchent d'être sur le droit chemin, de se réaliser et d'accomplir le bien. En ce sens, l'ennemi, ça peut être le tentateur, ça peut être l'esprit du mal, etc. Alors, je vous pose 2 questions. Qui est votre ennemi? Et deuxième question, un ennemi, c'est quelqu'un qui? Est-ce que c'est aussi limité simplement à un individu? On y va avec les commentaires. Je vous remercie d'être là, tout le monde. Remerciements à Christine, Stéphanie, merci d'être là. Cathy, Anton,
et ceux et celles qui, Yaël qui est de retour, et ceux et celles qui nous écoutent en différé ou, bien sûr, en secret. On les salue. Je prends une petite gorgée, là, je veux pas... On va y aller avec les commentaires. Certains, par exemple, vont... Aujourd'hui, en ce moment, l'ennemi, pour certains, c'est peut-être le régime des mollahs iraniens. Pour d'autres, c'est la figure de Donald Trump, hein, par ses agissements, son comportement, son attitude tout à fait détestable pour certains. Ce serait ça l'ennemi. Et Nietzsche dit, faites attention parce que faites attention dans vos moyens de combattre l'ennemi, les outils que vous employez, etc., les stratégies pour combattre. Faites attention. Et il évoque tout le temps cet aspect-là. Faites attention de ne pas devenir ce que vous, de ne pas devenir ce que vous critiquez. Par l'emploi de certains moyens, hein, il se peut que vous employiez certains moyens qui sont justement les moyens de l'ennemi. Au nom d'une cause, on peut aller très loin. Dans les extrêmes politiques, on peut aller très loin parce que ce sont des visions totalitaires. On veut absolument réaliser notre projet ou notre monde idéal. Je me rappelle cette belle phrase de Edgar Morin, j'espère que je vais retrouver, qui a délaissé l'utopie politique dans les années 50, utopie politique communiste. J'ai délaissé l'utopie pour... Au nom, j'essaie de répondre à sa place, là. On salue Edgar Morin qui nous a quittés récemment à 100 quelques années. J'ai délaissé l'utopie pour la poésie et l'amour. Et on va rajouter la liberté. Camus n'avait justement pas embarqué dans cette mouvance utopique, idéologique, politique. En évoquant des valeurs importantes pour lui, que sont la révolte, la passion amoureuse et la liberté, notamment. Je garde mon sujet en tête, je vais bien sûr répondre aux questions. Je vous ai posé 2 questions, je suis maintenant en train de vous lire. Donc, tantôt, les adversaires, nos adversaires profonds peuvent être nos limitations, nos peurs, la peur de l'échec, la peur du regard de l'autre, la peur de ne pas agir correctement. On continue avec les commentaires. Anton nous dit qu'il était très occupé, mais qu'il est de retour. On le salue. Anton va tout de suite nous dire, et notre ennemi, si notre ennemi était plutôt un défi personnel à relever, là je vais demander à Anton d'approfondir sa pensée, je pressens ce qu'il veut dire. C'est un défi, l'ennemi. Hein? L'ennemi, c'est peut-être, ça peut être vu dans 2 sens. Hein? Ça peut être celui qui nous veut du mal, celui qui nous a causé du tort, hein, qui cherche à nous nuire, qui est hostile envers nous-mêmes. Mais ça peut être aussi celui que l'on identifie comme étant un ennemi de la liberté. De la liberté de penser, l'ennemi de la liberté de penser, l'ennemi de la liberté d'expression, l'ennemi de la créativité
Et là, Nietzsche, quand il parle de l'esprit de sérieux, la lourdeur de la tradition, de la morale, des valeurs, on pourrait même dire des valeurs dominantes actuelles. Hein, ces valeurs actuelles de productivité, d'enrichissement, de calcul, de résultats, de croissance. C'est lourd. Quand on se ramène à la poésie, la liberté et l'amour, on est loin de ces valeurs dominantes. Salutations à Christine, salutations à Yael. Christine nous dit que quand j'ai parlé d'HPI tantôt, elle dit que sa fille apprend vite et s'ennuie. Ce qui peut nous aider, c'est peut-être d'avoir un projet à long terme. Moi, ce qui m'a sauvé dans tout ça, quand on comprend rapidement certaines choses, ou qu'on est stimulé par toutes sortes d'intérêts variés, je pense que tout commence à un moment donné en se donnant, en prenant une décision. On peut se dire, au niveau des arts, je vais me développer à long terme. Je vais approfondir ce domaine-là à long terme. J'en ai parlé dans mon dernier livre, je parle d'Éric Fromm, L'amour comme un art. Donc on peut vouloir développer à long terme, approfondir un domaine à long terme. L'amour est un art comme la pratique d'un art s'approfondit également sur le long terme. Et l'ennui, c'est normal. L'ennui, c'est normal, puis c'est là qu'on puise, c'est là qu'on va peut-être stimuler la créativité quand on touche à l'ennui. Mais si on fait de la lecture, de la peinture, de la cuisine, puis on se dit, ah, j'ai envie de me développer sur le long terme, de développer cet art, d'approfondir, c'est tellement vaste et infini, les arts, ou les sciences aussi. Il faut se laisser aussi du temps. Qu'est-ce qu'on cherche à travers ça? Est-ce qu'on cherche simplement les sensations? Et si on comprend vite, peut-être qu'on peut prendre le temps justement de comprendre le contexte, d'élargir notre vision de ces thèmes. Nietzsche va dire par ailleurs, et là j'ai tenté de définir l'ennemi. L'ennemi, allons-y avec une autre symbole, l'ennemi c'est pour certains, pour l'homme d'affaires ou l'individu occupé, c'est de perdre son temps, c'est l'ennemi. Hein? Je suis en train de perdre mon temps et je ne suis pas en train de faire de l'argent. Et je fais des choses inutiles. Là, c'est pas moi qui parle. Je parle de l'homme d'affaires, affairé avec des projets. L'ennemi, ça peut être le fait de perdre son temps, le fait de ne pas aller vite, de ne pas aller en ligne droite. Pour certains, l'ennemi, c'est la farniente, c'est l'oisiveté créatrice. Mais pour les créateurs, relaxer, ne rien faire, contempler, prendre son temps, perdre son temps, ça laisse le travail se faire au niveau interne. Alors, je soulève, l'ennemi, ce n'est pas simplement quelqu'un. Ça peut être des activistes qui se battent pour réformer la société de manière totalitaire. Parce que ces activistes-là, qu'ils soient à gauche ou à droite, se disent nous soutenons l'idéal que nous voulons réaliser. Nous sommes en contact avec comment devrait être le monde. Pensons-y, là.
comment devrait être le monde. Il n'est pas tel que nous voudrions qu'il soit. Et là, il faudrait qu'il prenne une certaine forme et tout ce qui rentre dans la forme, tout ce qui sera entériné, conventionné et approuvé par des têtes qui décideront de comment sera la société, ben, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Le monde tel qu'il devrait être. C'est peut-être aussi ces individus-là qui sont les ennemis de la liberté. Hein, le totalitarisme est l'ennemi de la liberté. Et on a même ça en enseignement. Il y a des gens qui voudraient uniformiser les évaluations. Je vais revenir avec le commentaire d'Anton. Il y a des gens qui, dans l'éducation, voudraient uniformiser les évaluations au nom du bien des élèves. Donc, ça présuppose qu'eux savent ce qui est bon pour les élèves. Puis, deuxièmement, que l'uniformisation, ça va être efficace. Puis, c'est ça. En uniformisant, on n'aura plus de problème. C'est encore l'utopie, l'idéal. Le commentaire d'Anton, qui nous dit qu'on peut quelquefois percevoir un ennemi par rapport à nous-mêmes, qui est ce avec quoi on lutte. Allons avec un exemple. Ce qui nous dérange chez autrui. Pensons à ce qui nous dérange. Par exemple, donnons quelques exemples. On peut être dérangé par des comportements chez autrui. Il n'est pas ponctuel, il est désorganisé, il n'est pas disponible, manque de rigueur, et ça nous dérange. Ça devient un peu notre adversaire. Mais c'est l'humain est ce qu'il est, au sens qu'il y a de la diversité, de la pluralité de manières de vivre, etc. Mais l'ennemi, c'est peut-être ce qui nous dérange. Ça peut devenir ce qui nous dérange. Et c'est peut-être cela, quelquefois, que nous voulons combattre. Anton nous dit qu'on a peut-être à apprendre de soi lorsqu'on identifie notre ennemi. Et c'est peut-être ce avec quoi notre être lutte, ce que nous avons identifié chez l'autre. Bon, je fais une petite divagation. Nietzsche nous dit que... Je vais vous laisser avec une belle petite phrase ici de Nietzsche. Avant de terminer avec Nietzsche, je veux dire, l'ennemi, là, c'est celui qui va aussi, qui est contre nos valeurs, mais c'est aussi l'ennemi, celui qui nous a fait du mal, qui nous juge, qui nous déstabilise, qui nous emmerde. C'est le sable dans l'engrenage. Socrate était l'ennemi dans la cité d'Athènes. L'empêcheur de tourner en rond. Celui qui remettait en question. Je suis en train de lire un superbe livre. Je vais aller le chercher. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suis rendu à 35 minutes. Je vais aller chercher le livre, je vais ouvrir une parenthèse, parce que là, je parle de Socrate comme ennemi de la cité. On l'appelait, on le baptisait le thon dans la cité. La torpille qui venait nous troubler. C'était l'ennemi de la société d'Athènes, de la cité d'Athènes, et la démocratie a voté pour le condamner à la peine de mort. Certes, Socrate a fait quand même le cabotin, et a proposé d'être nourri aux frais de l'État comme les grands athlètes, les grands artistes. Ça a dérangé ses accusateurs.
Et on lui a proposé de boire on lui a imposé de boire la ciguë à laquelle euh, il n'a pas, comment dire, il n'a pas offert d'opposition. Je vais aller chercher le beau livre et je vous ouvre la porte sur Socrate. Attendez-moi. Le très beau livre ici d'une dame, Sophie Nordman, chez Calment-Lévy, La vocation de philosophe. Je suis dans le chapitre sur Socrate. Elle est philosophe, professeure agrégée à l'École pratique des hautes études de Paris. Elle dit que Socrate, même si basé sur l'apologie de Socrate, de Platon, même si on avait dit à Socrate qu'il était... on avait questionné l'oracle de Delphes, à savoir, Chéréphon, son ami, questionne l'oracle de Delphes, à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus sage que Socrate? L'oracle de Delphes répond, nul ne saurait être plus sage que Socrate. Socrate comprend rien, il dit, voyons donc, l'oracle de Delphes ne saurait mentir, mais je vais aller quand même questionner les gens à savoir s'il existe des gens plus sages que moi. L'oracle de Delphes semble me choisir comme être le plus sage, comme étant le plus sage de la cité athénienne. Et Socrate va interroger toutes sortes de personnes, va se rendre compte, ça a donné la naissance plus tard un biais cognitif, va se rendre compte que les gens qui prétendent savoir le plus sont ceux qui savent le moins. Et ceux qui sont moins prétentieux au niveau du savoir, qui doutent le plus, sont les plus savants. Pourquoi je parle de Socrate? Parce que ça a été l'ennemi d'Athènes. L'ennemi de la démocratie, du moins. Hein, il a perdu la vie, il s'est éteint, Socrate, en 399, avant notre ère. Platon n'était même pas venu, supposément, lorsqu'il a pris le poison, qui paralyse lentement le corps, les fonctions respiratoires, etc. Platon n'était pas là, mais ce que je veux dire, c'est que l'ennemi de la cité, pour les Athéniens, et dans l'apologie de Socrate, on disait que les gens avaient perdu le contact avec les valeurs fondamentales. Les gens, comme aujourd'hui, étaient intéressés davantage à l'argent, à la gloire, à la puissance, au pouvoir, au lieu de développer ces qualités morales qu'on nomme vertus, au sens de développer des qualités dignes d'excellence comme le courage, la sagesse, la modération, la tempérance, la maîtrise de soi et la justice. Alors, les gens n'ont pas toléré Socrate, et je vais terminer là-dessus. Nietzsche dit que c'est l'ennemi qui est le plus sincère. Ce n'est pas votre ami qui va être le plus sincère. Ça va être votre ennemi. Donc, gardons les yeux ouverts. Ceux que l'on nomme nos ennemis, qui peuvent être des êtres qui nous jugent, qui nous critiquent, on a peut-être quelque chose à apprendre en étant à l'écoute et en se remettant en question face au jugement que l'on porte sur nous. Certes, quand j'ai fait un live l'autre fois, quelqu'un a écrit un mot, a dit stupidité. Je ne peux pas vraiment beaucoup réfléchir lorsqu'on m'écrit stupidité en bas d'une vidéo. Donc l'ennemi peut-être quelquefois autour de nous, c'est lorsqu'on se sent, on éprouve, on sent qu'on est visé par l'hostilité de quelqu'un, ou que cette personne-là veut nous nuire, veut nous faire du tort, ou surtout nous juger. Restons éveillés à ceux qui nous jugent et qui nous critiquent. Ce sera peut-être une occasion pour nous de nous remettre en question, comme l'a fait Socrate,
suite à l'annonce de son ami Chéréphon qui est allé voir l'oracle de Delphes, qui avait dit « Nul n'est plus sage que Socrate ». Même Socrate, même face à un compliment, il n'était pas certain. Il est parti à la recherche. Il a voulu savoir. Il n'a pas pris pour acquis ce que l'oracle de Delphes avait dit, alors que l'oracle de Delphes n'est pas supposé de mentir. Il est parti à la recherche du savoir, de la sagesse, de la connaissance. Alors, quelquefois, on peut apprendre de nos ennemis, de ceux qu'on juge nos ennemis, mais aussi qu'on peut aussi comprendre que quelquefois l'ennemi est en nous. Au sens où on peut être aveuglé par certaines pensées, certaines croyances ou certaines visions des choses. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir été là, d'avoir été présent, au nouveau visage aussi. Merci, c'est très gentil d'avoir été là. J'apprécie, on se revoit la semaine prochaine. Et oui, comme j'ai oublié de vous dire, la semaine prochaine, je vais mettre ça dans le clavardage. On a une conférence gratuite, j'ai oublié de vous le dire, basée sur Hermanès. C'est gratuit. Samedi prochain, allez dans le clavardage sur mon site mathieumartel.com, vous inscrire gratuitement, déjà une trentaine. Les joies de l'existence inspirées d'Hermanès, c'est gratuit. Donc, on fera un live dimanche pour faire un retour là-dessus avec un nouveau thème. Merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à cette belle activité gratuite, conférence Zoom, de samedi prochain, à vivre en direct ou en différé. Merci à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Bonne soirée.